Bonjour, mesdemoiselles, messieurs. Donc voilà, la présentation est faite. Je vous rappelle donc les 4 piliers d'Expert Team. Donc l'environnement utilisateur, c'est le cœur de métier, poste de travail, mastering et tout ce qui va tourner autour. 2, le cloud computing, on va en parler pendant les 3 quarts d'heure juste après. Le data analytics, donc c'est le traitement des données, l'industrialisation des données pour la DSI à destination de la DSI. Pas les campagnes de marketing, mais les vraies problématiques opérationnelles, les SLA, les indicateurs pour la DSI. Et l'Internet des objets, vous en entendez parler de temps en temps, on en refait un petit slide vers la fin. Je vous propose le plan suivant. Donc comme vous l'avez bien compris, il s'agit vraiment d'avoir les mots-clés cloud pour qu'un client, vous puissiez discuter avec lui, de pouvoir accrocher les mots-clés, comprendre les 3-4 concepts de base qui permettent d'avoir un dialogue constructif, d'arriver à le choper pour un entretien avec les spécialistes de chez nous ou d'ailleurs, de préférence chez nous, de façon à commencer à susciter un dialogue. Vous allez avoir quelques informations très market dans un premier temps. Donc les clouds publics aujourd'hui, les mots-clés, donc là c'est vraiment le point important. Concrètement, c'est quoi le cloud? Parce que tout le monde dit tiens c'est un nuage, bon concrètement il y a quoi derrière? On a quelques images secrètes. Un nouveau modèle, un nouveau paradigme d'évolution. Le SI doit se réformer, doit se reconstruire en tenant compte des problématiques du cloud, parce que le cloud tout seul n'apporte pas grand-chose en soi. Les chemins de la transformation, donc ça peut être utile de bien les comprendre de façon à accompagner le client et l'intéresser. Les partenariats Expert Team, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fera. Et quelques exemples, une liste d'exemples à l'après-vert qui vous donne des inputs. Le cloud aujourd'hui, si on prend le Gartner, on voit dans les 2 leaders aujourd'hui, c'est Amazon Web Services et Microsoft. Talonné derrière par Google, et on a, je dirais, d'autres éléments, IBM, etc., qui gravitent. Mais aujourd'hui, les 2 acteurs forts, il y a des chiffres marchés qui sont derrière. Gartner estime que le marché en 2016 a grandi de 16,5% pour approcher tout le secteur confondu, donc c'est globalement tout, quelque part entre 175 et 204 milliards en 2017. Vous allez me dire, bon, ça fait rêver. Si on parlait, donc toujours dans le monde, si on regarde la place aujourd'hui, donc Amazon est premier avec un peu plus de 30% des parts de marché, Microsoft une dizaine, derrière on voit IBM et Google. Le point important, Amazon arrive peut-être, ça c'est pure spéculation de ma part, arrive peut-être à un plateau de développement qui va conduire, je dirais, à une petite stagnation. On voit par contre le year-to-year growth des autres sociétés, Google 162%, Microsoft 100%, donc ça monte chez eux. Donc ce sont des offres qu'il faut surveiller et vraiment être présent. Amazon et Microsoft, bon Microsoft on est partenaires, vous le savez bien, donc a fortiori on travaille déjà pas mal avec eux. Amazon, c'est un des axes de développement qu'on a aujourd'hui. Si on remarque le Next 20, ici on va retrouver du orange chez nous, bon pas mal de sociétés qui ne sont pas françaises. Si on parle de la France, on est sur une croissance à 2 chiffres d'un marché français qui a été multiplié par 6 en 10 ans, passé de 900 millions d'euros en 2007 à 5,9 milliards en 2016, et des prévisions d'une augmentation sur 2017 de 16,8%, donc ce qui va nous conduire quelque part à 7 milliards d'euros. Les 5 moteurs, c'est à peu près toujours les mêmes, on les remet à toutes les sauces. L'accélération de la transformation numérique des entreprises, c'est l'occasion, quitte à transformer, autant utiliser le cloud. La banalisation des usages mobiles, vous le savez comme nous. L'inflation des données à stocker et à analyser. On a de plus en plus de données, tout génère de la donnée, et donc a fortiori la DSI peut avoir un certain nombre de problématiques pour les traiter. L'inflation, donc la diffusion des outils collaboratifs et sociaux, on est plus en plus dans le social, dans le collaboratif, et a fortiori le cloud se positionne bien, parce qu'il y a des solutions intéressantes. Et toujours l'essor du très haut débit, qui est de moins en moins cher, donc une entreprise peut commencer à avoir des liens à plusieurs dizaines de mégas vers Internet sans aucun problème, et on peut construire pour une somme, pour des budgets importants, mais qui sont raisonnables à l'échelle d'une entreprise, des liens directs vers le cloud, de façon à s'affranchir des problématiques de la fiabilité d'Internet. Un point important, qui est un élément déclencheur, enfin ça a fait pas mal de buzz dans le monde du cloud, Microsoft et Amazon ont annoncé à quelques jours d'ouverture les data centers France. Aujourd'hui, une des remarques qu'ont les DSI très régulièrement, c'est « oui, mais mes données, elles ne sont pas en France, je ne sais pas où elles sont, j'ai un problème de blocage, etc. » Typiquement, ça a été entendu par les 2 leaders du marché. Ils vont nous construire, alors c'est fin 2017, c'est pas pour tout de suite, 2 data centers Azure, 3 pour Amazon. Amazon marche toujours par 3 pour les problématiques de redondance, alors que Microsoft marche par 2. Et donc on a sur cette carte la répartition mondiale des différents data centers.
L'avantage, c'est que ça va faire sauter des verrous légaux. Là où le juridique dit non, non, je ne veux pas mettre mes données à Dublin, Amsterdam ou à Francfort, dès qu'on sera en France, donc c'est 2 à Paris pour Amazon, 2 en région parisienne pour Azure et 1 à Marseille pour Amazon. Ensuite, ça va aussi faire sauter des verrous idéologiques de la DSI. Oui, je ne sais pas où ça va, etc. Au moins, c'est en français. Enfin, les données sont en France. Et ça permet justement d'aider au dialogue. Donc, c'est peut-être un moment opportun pour commencer à entamer un dialogue constructif avec eux. Donc, source Gartner, toujours. Les conversations des DSI ont basculé d'une discussion sceptique, hein, pourquoi le cloud, à une discussion beaucoup plus pragmatique. Bon, c'est quand et comment. Alors, concrètement, c'est quoi? Donc ça, c'est le data center de Microsoft, Atlanta. Vous voyez la taille de la voiture quand même, c'est tout petit. Et Microsoft en a plusieurs dizaines comme ça à travers le monde. Amazon, c'est pareil, Google, pareil. Concrètement, c'est ça, c'est des data centers gigantesques avec des murs de serveurs, des murs de disques, des murs de stockage. Concrètement, voilà, donc là, vous avez des serveurs de calcul. Donc vous voyez, en ligne droite, bien rangés. De toute façon, c'est allocation à la demande, donc peu importe où vous serez. Là, par exemple, c'est du stockage, du offline disk service. Donc, chaque plateau fait juste 60 Tera. Si on compte juste les plateaux ici, on en est déjà à 3,8 pétas quand même. Si on fait juste le calcul. Donc, on voit qu'on a des capacités presque infinies. C'est aussi une console de management en libre service. Bon, notez, il faut une carte de crédit quand même. Il faut que le compte soit ouvert, hein, sinon ça ne démarre pas. Il y a quelques offres gratuites, mais une entreprise ne peut pas démarrer comme ça. Il faut toujours un petit compte quelque part. Soit en facturation, c'est assez long à faire. Mais bon, on l'a fait pour d'autres clients, donc on peut le faire pour les vôtres, il n'y a pas de souci. Ou alors une carte de crédit et ça démarre. Donc on a par exemple la console de management. Donc là, on est sur Azure, où on retrouve tous les objets que l'on peut manipuler, toutes les petites briques qui vont permettre de construire une solution. Sur Amazon Web Services, même combat, hein, voilà, on se rangeait différemment. Toutes les petites flèches rouges correspondent aux modules que l'on a activés, soit pour des besoins internes, soit pour des besoins clients. Vous voyez, on ne les a pas tous faits encore, mais on persiste, on va y arriver. Je propose de rentrer dans le cœur du sujet. Les mots-clés du cloud. Le premier, IaaS, PaaS, SaaS. On en a tous entendu parler, peu ou prou, dans la presse. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand on est on-premise, donc à la maison, donc ça c'est l'informatique un petit peu avant, on va retrouver les couches de fonctionnement habituelles, networking, storage, serveur, virtualisation. Donc là, vous allez être dans un VMware avec une bête disque derrière, classique. Derrière, je vais faire tourner des OS en machine virtuelle, du Windows, du Linux, de 2016, etc. Le middleware, donc là, vous êtes typiquement dans des petits serveurs Apache, dans des Tomcat, dans des 2IS. Donc c'est de l'infra qui permet de supporter du développement. Les runtime, donc là, vous allez être sur du Java, vous allez être sur du Flash, vous allez être sur ces éléments-là. Donc ce sont des outils compilés qui vont permettre de faire de la valeur ajoutée en termes de services. La data, les données d'une façon générale. Et enfin, les applications. Là, le modèle de responsabilité, on-premise, hein, tout est à la maison. Débrouille-toi avec tes équipes, monsieur le client, vous en êtes là aujourd'hui. Ensuite, première étape de l'évolution, c'est infrastructure as a service. On va confier à un opérateur toutes les couches basses, networking, storage, serveur et virtualisation, où là, le client, l'opérateur va directement s'occuper de tout ça, allocation dynamique des ressources, et il va mettre ça à votre disposition. Donc là, on va être dans un modèle où le client va garder une responsabilité d'infrastructure, OS, middleware, runtime, data et application. On est en modèle de responsabilité partagée, hein, l'éternel débat, qui est administrateur du domaine entre nous et le client. On tombe en plein dedans, qui est responsable de quoi quand ça tombe, ça devient vite un problème. Donc là, je suis en infrastructure pure. Le PaaS, plateforme as a service. On va continuer à monter dans les couches. Là, l'opérateur va directement ajouter les OS, c'est son problème, il fait tourner ça sur Windows, Unix, c'est son truc, son problème, c'est pas le mien. Le middleware, c'est lui qui va s'en occuper, les serveurs web, c'est lui qui gère, ça marche tout seul. Le runtime, donc tout ce qui va bien pour que ça puisse tourner, c'est lui qui s'en occupe. Par contre, je reste responsable des data et des applications. Et le dernier point clé à comprendre, software as a service, où là, toutes les couches vont être agrégées. Donc là, typiquement, vous êtes dans le cas d'Office 365. Quand vous êtes en dialogue avec votre client, le point important, c'est de bien identifier sur quelle cible on est. Bon, on-premise, vous les connaissez, c'est l'informatique classique que l'on fait aujourd'hui. Infrastructure as a service, j'ai de la machine virtuelle qui va être construite, parce qu'en fait, ça ne va pas être les mêmes interlocuteurs entre les deux, ça ne va pas être les mêmes équipes. Le PaaS, c'est majoritairement du développement. Bon, très honnêtement, aujourd'hui, on n'en fait pas, ou quasiment pas.
Et après, Software as a Service, là vous retrouvez Office 365, ça va être d'autres équipes, d'autres façons d'approcher le problème. On va dialoguer avec le client de façon différente selon ses sous-jacents qui vont tourner autour. Mis en français, je fais du IaaS, j'ai une grosse infrastructure virtuelle à la demande. Alors on dit toujours Compute, Storage et Network, hein, c'est les trois mots-clés qu'il faut retenir. Je, au sens client, ou nous, si on est infogérant, je suis responsable de l'OS et des applications et de la sécurité. Notez bien qu'ils ne fournissent que de l'infra. Si la sécurité elle est faite de travers, ça restera une passoire. La cible, c'est pour qui? C'est pour des ingénieurs système et des ingénieurs réseau. Là derrière, on est vraiment en train de créer des VM, créer des réseaux, créer de la sécurité, créer des droits. Donc on est sur un espace vraiment technique. Les exemples, je vais avoir du Linux, du Windows, des appliance editors, je vais avoir des VLAN, des load balancers, enfin tout un tas de gadgets qui vont permettre de faire une infrastructure qui tourne. Quand je suis en passe, j'ai une application clé en main managée avec des SLA. Je suis responsable du contenu des données et de la sécurité. Toujours pareil. Là, je m'adresse plus à des développeurs logiciels ou des experts de données. Là, je vais directement avoir des CMS. Donc les CMS, Content Management Services, donc en gros des blogs, du WordPress, des choses comme ça. Des serveurs web collaboratifs. Donc là, on a une part de développement important. Et toujours dans ces plateformes PaaS, on peut avoir les bases de données en forme de plateforme. Directement, la BD est entièrement gérée. Et après, je n'ai plus qu'à mettre mes données dedans, à faire de l'analytics, des choses comme ça. Donc on va retrouver les bases de données, le big data et tout ce qui tourne autour de l'analytics. Là encore, on va approcher le client différemment. Et ce n'est pas du tout les mêmes. Hein. Là, à gauche, vous avez un ingénieur système qui va discuter avec votre client pour bien comprendre son besoin. Au milieu, c'est des développeurs ou des responsables applicatifs. En SaaS, là encore, j'ai une solution applicative complète managée avec des SLA. Boum, clé en main. Je suis responsable du paramétrage de l'application, des données. Notez bien, et la sécurité encore une fois. Dans tous les cas, on est responsable de la sécurité et de ce qu'il faut mettre en face. Ma cible, c'est les utilisateurs finaux. Hein. Le but du jeu, c'est de faire tourner, c'est que les gens aient directement accès à l'information. Vous en connaissez certainement, donc Office 365, Dynamics, Salesforce. La solution est clé en main. À partir du moment où vous avez le contrat, les logins, ça marche. Toujours dans un souci de dialogue avec le client. Dans le premier cas, je host. Dans le deuxième cas, je build quelque chose avec lui. Dans le troisième cas, je consomme. Et donc, je vais mettre à disposition toutes les infrastructures Office 365, Salesforce, Dynamics pour le client. À droite, je vais être dans des expertises métiers. Hein, si je vends du Salesforce, il vaut mieux connaître Salesforce, c'est bien. Et Office 365, on va être dans une expertise mixte technique et Office 365. Alors, maintenant, on va regarder les mots-clés qui peuvent parler aux clients. Donc, concrètement, le DSI en face, oui, bon... Alors, voyons voir. Première étape, on passe du CAPEX, donc la charge d'investissement. J'achète mon serveur, j'ai mes mecs qui tournent, etc. À l'OPEX, je vais payer à l'usage. Ça va me coûter X milliers d'euros tous les mois. Pour certaines entreprises, pour certains clients, certaines DSI, ça n'arrive pas du tout au même niveau du budget. Et donc, ça peut être extrêmement intéressant. On a un client dont je tairai le nom, ils se sont fait redresser sur des licences logicielles et Microsoft leur a dit oui, mais si par hasard vous passiez à l'OPEX, budgétairement ça passerait. Et hop, ils ont signé Office 365. Bon. Donc, selon où on le met dans la ligne de budget, ça peut avoir un vrai sens. Le paiement à l'usage de chaque briquette du système. Ça peut faire peur au DSI. Grosse difficulté pour le calcul de coût. Dire à un client, et on a déjà eu le cas 3 fois maintenant, ça va vous coûter X milliers d'euros par mois. C'est avec un dé à 12 faces. Hein, c'est particulièrement compliqué. On veut par exemple acheter du compute, donc de la puissance de calcul, hein, du processeur qui tourne. On peut l'acheter en demande, en réservé payé d'avance, ou même au marché. Il y a un marché spot, une sorte d'enchère. Ah oui, je voudrais une machine à tel prix, pour 2 heures, aux USA. Pas de problème, si ça existe, vous l'avez. Donc il y a un vrai marchand, un vrai marché, un vrai métier justement pour le coût. Ça peut freiner l'utilisateur. Le rassurer sur ce point-là également. Plusieurs études, parce qu'ils vont très vite arriver à vous demander, et alors le TCO? Eh bien le TCO, les modèles montrent pour une configuration ASI, c'est-à-dire j'ai une infrastructure interne, je la duplique avec les mêmes moyens techniques, donc les mêmes sécurités, les mêmes moyens, je le mets en cloud. C'est faisable, c'est pas optimisé, mais c'est faisable. On va avoir un TCO légèrement supérieur en cloud que par rapport à l'interne. Ça se rapproche de trimestre en trimestre. Amazon commence à dire que courant 2017, on sera sur un TCO identique. Bon, ça se discute, mais on est légèrement plus cher en cloud qu'en interne. Ça, c'est en mode ASI, c'est-à-dire si je fais une copie telle que. C'est en revoyant le SI en profondeur, enfin, le SI cloudisé, donc les valeurs ajoutées que va apporter le cloud, parce que ça va apporter plein de petites briquettes de fonctions extrêmement sympathiques qui vont permettre de tirer des vraies économies. La première économie, je ne vais pas prendre
juste une machine on demande, je vais prendre une machine, ce qu'ils appellent réservote, qui va me permettre d'avoir un coût optimisé, un petit peu plus, un certain nombre de fonctionnalités financières. Et ensuite, il y a des exemples, on va en voir tout un tas derrière, qui vont montrer qu'on peut faire des astuces intéressantes. Tout le modèle classique du TCO évolue, parce que les briques vont plus ou moins gonfler. Par exemple, j'ai plus de purchase, j'achète plus rien, j'achète plus de matériel, tout est dans le cloud, c'est déjà acheté, donc je paye différemment le modèle. Donc chacune de ces briques évolue. Le point important qui peut être intéressant pour un client, c'est le infiniment scalable. Si on traduit en français, ça donne puissance évolutive ou une mise à l'échelle infinie. Quand on voit la capacité qu'il y a derrière, on est capable de mettre autant de machines qu'on veut. Une société chinoise a demandé 100 000 serveurs pendant 10 heures. Bon, ils ont pris rendez-vous quand même. Ils ont eu 100 000 serveurs pendant 10 heures et ils ont calculé la modélisation 3D de la protéine de je ne sais quoi. Donc concrètement, on peut avoir une puissance très 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 élevée. Encore faut-il que le système d'information soit pensé pour. Vous avez une compta, c'est pas en mettant 50 serveurs côte-côte, si la compta n'est pas prévue pour, ça ne va pas faire beaucoup, ça ne va pas être une grosse valeur ajoutée. Mais pour le DSI, c'est le temps. Je prends la compta par exemple, je vais avoir une unité de puissance pendant tout le mois. Ah oui, mais pendant la fin de mois, j'ai les payes, j'ai les saisies des SX, vous les connaissez mieux que moi. Et bien là, je mets puissance x 10 pendant cette période-là. Pendant cette période-là, j'ai vraiment de la réaction parce qu'il faut vraiment que ça tourne et que ça tourne fort. Le DSI peut être sensible à ça parce qu'il sait très bien qu'en fin de mois, son serveur, il est à genoux tout le temps et tout le monde râle. Mais racheter une deuxième machine, problème. Donc ça peut être un élément intéressant. Le prix, ici et maintenant, un batch non critique. Normalement, je le fais tourner sur mon serveur la nuit, tranquille. Bon, il tourne, le serveur, il est là, donc autant s'en servir. Par contre, si je me dis, je veux une machine, moins 80% de remise, donc je veux 80% de remise, elle tournera aux USA, je m'en fous de lui où ça tourne, c'est plus mon problème, les data centers. Ok, je vais acheter du compute, donc la puissance de calcul aux enchères. Dès que les enchères seront dans mon sens, donc j'aurai le bon prix, tac, hop, mon batch va partir, et bien il sera traité, je sais pas, Atlanta, Houston, Californie, on s'en fout, c'est pas grave, mais il sera traité, et les données seront là. Les sollicitations. En fonction d'indicateurs de mesure, le nombre de connexions, le nombre, la puissance de la charge des calculs, le nombre de VM, etc., va évoluer automatiquement. Donc c'est de l'élastic computing, si vous avez l'occasion de discuter avec un DSI. Et là, dans un intervalle défini, le nombre de machines va varier. Les capacités de stockage sont quasi illimitées, vous voyez, on peut attaquer des pétas tranquillement. Mais chaque type de stockage répond à des objectifs spécifiques et à des prix très variables. On voit sur Gaumont, la SACEM, Secours 4, là où on a fait ce genre d'expérience. Selon comment on le règle, le prix c'est un rapport de 1 à 5 à peu près, selon le prix du stockage et le cycle de vie des données. Ça peut être alléchant pour un DSI, encore faut-il savoir le mettre en place et concevoir le système d'information qui va tourner autour. Là encore, on a une vraie valeur ajoutée, vous, nous, Helpline, Expert Team, pour essayer de susciter cet intérêt. Ici, si on regarde à droite, donc Pokémon et Clash Royale, qui sont deux trucs un peu connus quand même, où on va avoir une puissance relativement importante qui dépend de la consommation. Ici, je vais avoir une fonction élastique. En fonction de ma charge, le nombre de serveurs va évoluer dynamiquement. Un des points importants que l'on voit, que je rencontre dans tous les clients que je vais voir, et vous aussi, je le suppose, c'est la montée de l'autonomie des directions métiers qui se veulent toujours plus autonomes. Alors de temps en temps, ça se passe bien, c'est en collaboration avec la DSI. On est autonome dans certaines limites, puis des fois, c'est du shadow IT. C'est en loose day, pouf, on va créer quelque chose. Le problème du cloud, c'est que son côté libre service, on l'a vu, il suffit d'avoir un compte et puis c'est réglé, ça marche, ça démarre, on peut faire les choses. Ça permet de laisser aux directions métiers d'évoluer plus librement. Mais il faut fixer des limites. On va vite avoir des problèmes de taille, des problèmes de prix. Parce que si on laisse les directions métiers, clic, 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 et hop, ils ont 10 serveurs, super puissance à 1000 € l'heure. Le budget, on va le sentir. Il faut donc former les directions métiers et accompagner dans les usages. Là encore, rassurer le DSI, c'est faisable, ça marche. Rassurer le DSI sur cette capacité d'accompagner ces directions métiers, donner le sentiment de liberté dans un espace contrôlé. Par habitude, vous en aurez parlé de croissance verticale, l'augmentation de la puissance brute. En gros, une direction métier, il ne va pas se prendre la tête. Il a une machine, ça ne va pas assez vite, il l'éteint, il monte la puissance, pouf, il la rallume, elle est comme ça. Bon, le prix est multiplié par 5, c'est pas grave, lui il ne le sait pas, et il va continuer à monter. Il faut penser qu'une VM, ça va de quelques centimes de dollars à l'heure jusqu'à 16 $ de l'heure pour les plus puissantes. 16 $ de l'heure, je vous laisse calculer, ça tourne un mois, vous avez un petit budget là quand même déjà. Donc on va plutôt privilégier, là encore il faut les former, les accompagner et rassurer les DSI pour ça. Il faut
faire des solutions à croissance horizontale de la puissance, c'est-à-dire être capable de multiplier les serveurs à des prix raisonnables et de les accompagner. Ça va permettre une scalabilité, donc de pouvoir une mise à l'échelle dynamique. Donc là, c'est une organisation, c'est une façon de penser, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est juste qu'il faut penser le système comme ça. Et là encore, les bases de données, la direction métier, oh ouais, ça va pas assez vite. Je monte et on va vite arriver à monter à des trucs de folie. On va avoir des budgets qui vont exploser. Donc il faut former les gens, mettre ensemble des contraintes de façon à pouvoir les expliquer. On a eu une demande, il y a de ça une petite année, qu'on n'a pas été capable de traiter. Je pense que maintenant, on commencera à avoir un peu de maturité pour pouvoir traiter ce genre de problématique. Le nouveau modèle, comme je vous le disais tout à l'heure, le cloud, si je fais du Aziz, bof, il n'y a pas grande valeur ajoutée. Enfin, il y a une valeur ajoutée économique, etc. Mais la vraie puissance, elle est juste le cran d'après. Et là, on peut accompagner les clients pour faire le cran d'après. La première idée, c'est le serverless. J'ai du code, j'ai un bout de programme, je m'en fous des serveurs. C'est complètement has-been, les serveurs, le stockage, tout ça, c'est has-been. Je mets mon code, je le donne, exécute. Il y a un événement déclenchant, le code va s'exécuter tout seul. Peu importe, il n'y a pas de serveur, on s'en fout, c'est pas mon problème, les serveurs. Le cloud va directement gérer l'exécution en tant que tel. Il faut décomposer le système d'information, donc c'est très contrariant par rapport à une informatique où j'ai un serveur qui va tout traiter, etc. Là, je vais être obligé d'éclater tout ça en petits microservices qui vont tranquillement, globalement, tous ensemble, réaliser le service. Si je prends l'exemple de droite, un client va poser des fichiers de transaction, j'ai une fonction lambda qui n'a pas de serveur, c'est le nom technique chez Amazon, il y a les mêmes chez Azure, il n'y a pas de souci, c'est pareil, qui automatiquement, sur un élément déclenchant, va se retrouver, hop, faire le traitement qui va bien, qui va générer des entrées dans les bases de données. Une entrée dans la base de données va à nouveau déclencher une micro-fonction qui va permettre un premier traitement d'identification des comptes, qui va permettre de faire un petit traitement sur la gestion du scorecard client, parce que c'est de la transaction financière, et qui va mettre en file d'attente un certain nombre de choses. Au bout d'un moment, pour faire tout ça, qui a déjà eu un petit traitement quand même, hein, il n'y a pas une valeur, ça n'a pas une valeur terrible, mais le principe est là. J'ai déjà réalisé pas mal de choses, je n'ai 0 serveur et jamais je me suis posé la question du nombre de serveurs. Et le client ne s'est jamais posé la question du nombre d'exécutions parallèles. La micro-fonction, que je l'exécute une fois ou 100 000 fois, il y a le prix qui change, je ne vous le cache pas, mais globalement, je n'ai pas eu à me poser la question des tailles de serveurs, c'est géré. Donc ça oblige une réflexion sur ces éléments-là. Autre point important, c'est l'infrastructure est jetable et la génération est spontanée. Tout doit être conçu pour être jetable. À un instant donné, l'infrastructure n'existe pas. J'ai un traitement à faire, c'est pas grave, la machine sera auto-créée directement. Tant qu'une machine n'existe pas, physiquement, elle ne me coûte rien. Donc je peux très bien avoir virtuellement stocké des concepts de machines, des traitements. Ça peut être le bilan de fin de mois, l'alias fiscal, ça peut être des éléments de production, etc. La machine, l'environnement pour exécuter ce traitement n'existe pas au moment où je vous parle. Sur un élément déclenchant, il existera, il sera créé à partir de rien. Donc là, évidemment, je ne paye rien quand j'en ai pas besoin. Je paye à partir du moment où ça existe. Et ça peut exister, comme on l'a vu, à une échelle complètement variable. Il suffit de l'avoir pensé au départ. Donc les SI doivent être pensés en conséquence quand même. Un autre point important, c'est encore l'étape d'après, c'est l'infrastructure as a code. Aujourd'hui, on écrit des programmes pour faire des fonctions. On peut commencer maintenant à écrire du code pour faire de l'infrastructure. Une infrastructure client en entier, un serveur web avec des dizaines et des dizaines de composants, tiens, on a un programme de 100 lignes, quoi. Et donc, ce programme, il suffit de l'exécuter, pouf, je vais avoir mon infrastructure qui est opérationnelle, qui va pouvoir monter, se démonter comme on veut. Bon, faut pas faire peur au DSI tout de suite avec tout ça, hein, mais ça peut être intéressant. Le serverless, c'est quelque chose qui peut commencer à avoir un vrai sens. Chemin de la transformation. J'ai pas eu le courage, c'est resté en anglais, désolé. Première idée, avec le client, c'est de dire, bon, on va essayer de faire des petites choses ensemble, d'accord? Donc on va essayer de partager un développement, essayer de faire quelque chose. L'avantage du cloud, c'est, je le fais une fois, je le fais à l'échelle, si c'est bien pensé au départ, ça ne pose aucun problème, ce sera fait. Typiquement, on va être dans des cas de migration one-to-one. Je prends une petite fonction, pouf, je la crée, le client se dit, ah oui, tiens, ça marche pas mal, ah oui, essayons d'aller plus loin. Je peux scaler, donc je peux faire l'échelle que je veux rapidement et globalement. Là encore, on le fait une fois pour une unité, pour une entité, une société, une dépendance de l'entreprise. On le généralise rapidement, efficacement, à moindre coût, pour toutes les entités du groupe. La gestion de la sécurité, comme vous l'avez vu, on est toujours responsable de la sécurité des données.
L'étape d'après, ça va être toute l'intégration dans la migration de l'entreprise, l'interconnexion de ces briques unitaires avec le système d'information que l'on a. Ça va être l'utilisation des API. Je vais pouvoir commencer à brancher un peu tout, et le cloud va faire de plus en plus de fonctions importantes et stratégiques pour l'entreprise. Très vite, sur le 3, on va attaquer le mission critical. Donc là, un élément absolument critique de l'infrastructure du client est chez Azure ou chez Amazon, par exemple, et chez d'autres, pourquoi pas. Et là, on va avoir de l'ERP, des databases, du CRM, du traitement analytics, enfin, des choses qui vont devenir sur le chemin critique du CA de l'entreprise. Bon, après, le chapitre 4, c'est le all-in, hein, c'est intégralement tout chez un opérateur de cloud. Bon, pour l'instant, on n'en a pas encore vu, enfin chez nous en tout cas. Mais voilà. Si il faut nous mettre en contact avec le client, d'accord ? Vous avez les mots-clés, vous l'avez ferré, utilisé, comme on dit. Et à partir de là, il faut proposer des POC clients, des petites opérations. On a l'avantage, on a les comptes, on a ce qu'il faut, on a l'habitude, on est capable de créer rapidement un petit échantillon technique qui vont permettre de dire « Ah oui, tiens, ça marche ». On a des incentives AWS et Microsoft. 25 000 € pour SACEM payé par Microsoft pour qu'on puisse faire de l'Office 365 en SaaS. Et on a eu Secours 4 qui s'est vu offrir à titre caritatif 2 000 €. Ça fait juste 2 ans de fonctionnement de Secours 4 gratos pour eux. Donc Secours 4 nous paye le service pour mettre tout ça en place. Derrière, le prix de fonctionnement, c'est cadeau, quoi. Donc on a possibilité d'avoir des incentives, des petites choses sympas, un peu d'argent pour faire. Partenariat. Donc historiquement, Microsoft, c'est le cœur de la cible. Donc vous avez les éléments importants à gauche pour vous. Donc les partenariats qui sont déjà signés, MCS, Microsoft Consulting Services. On est éligible à Adoption Offer, Office 365 et EMS. EMS, c'est Entreprise Mobility Suite, donc là on en fait. Notre Office 365, vous connaissez. Et on est Digital Partner of Record, qui va nous permettre d'obtenir des subventions et des choses importantes sur des POC, des éléments de démonstration. Donc ça permet de mettre un pied à l'étrier. 2, sur Amazon Web Services. Aujourd'hui, on est Partner Network Consulting Partner. On a fait ce qu'il faut en termes de démarche, de NDA et compagnie. On a le processus de certification qui est en cours. Donc, on en a 3 qui sont certifiés au niveau Associate pour l'instant. On est en train de travailler à Professional Infrastructure. C'est plus haut techniquement, donc il va falloir un peu de temps. Et on va essayer sur 2017 d'être Professional DevOps. Donc là, le développement, donc tous les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, en développement pur, de façon à pouvoir être vraiment complet sur le truc. On est identifié chez eux comme 2 spécialités, IoT et VDI Post, parce qu'ils ont à la fois la compétence technique transverse sur toutes leurs infras et des domaines spécifiques de compétences qu'ils aimeraient bien attacher à leur service. Je vous propose de parler d'exemples concrets. Voilà, on a dit, bon, jusque-là, c'est de la théorie, j'ai les mots-clés, vous aurez les slides, et en plus, c'est filmé, vous pourrez revoir les sum-up de tout ça. Quelques exemples concrets. Pour un client qui s'inquiète, oui, mais alors le cloud, ça va me coûter combien ? On peut le faire, donc on l'a fait pour Gaumont, on l'a fait pour Secours 4 aujourd'hui. On va utiliser les calculettes et on va essayer de simuler. Il faut bien voir qu'une calculette, c'est des milliers de cases sur des dizaines de services. Donc là, vous avez je veux juste une machine et un petit peu de stockage. Vous pensez que sur chacun des modules, vous avez, pareil, 50 cases à chaque fois. Donc il faut créer un truc pour arriver à lui dire, bon, ce sera 500 $ par mois en gros, avec une estimation, etc. Et il y a des trucs de calcul qui sont combien de transactions, combien de volume, enfin, c'est relativement compliqué, ça peut faire peur. Là encore, on peut le faire, on peut les accompagner. On peut le faire sur Azure, Amazon et sur Office, parce que là aussi, il y a des coûts sur les plans qu'ils ont utilisés. Pour qu'Office 365 marche, ou que le cloud marche, il faut des réseaux qui tiennent le choc derrière. Si je n'ai pas d'Internet, le cloud, c'est mort. Donc on l'a fait par exemple pour la SACEM, qui ont 1750 utilisateurs aujourd'hui, et ils nous ont dit « Ouais, mais je suis franchement pas sûr qu'Office 365, ça va tenir. » Bon, pas de problème, on a descendu toute l'infrastructure, elle est là au milieu, on a regardé tous les MRTG, donc la charge réseau constatée par les outils de mesure, on a croisé tout ça, on a pris toutes les calculettes possibles et imaginables, et on leur a montré par A plus B, donc là vous avez le dos de chameau, de la charge par heure, de la messagerie, enfin, on leur montre tout ça, on met tout ça en forme, et le client, on lui dit à la fin « Oui, ça va passer d'un point de vue transport, non, ça ne passe pas d'un point de vue sécurité. » La SACEM, c'est ce qu'on leur a dit. Donc, côté réseau, ça passe. Et après, on était intervenu sur les problématiques de sécurité des proxys, des firewalls. Office 365 nécessite tout un tas de réglages pour que ça marche bien et que ce soit fluide. On a dit au client, voilà, il y a tout ça à vérifier, on va le vérifier ensemble. Donc là encore, le client, s'il a une vraie inquiétude sur sa capacité à prendre, on peut l'accompagner pour faire ce genre de choses. Office 365, c'est le plus connu de ce que l'on fait en SaaS aujourd'hui.
donc AMOA, MOE sur Gaumont, qui a été notre première grosse référence expert team sur ce dossier. La MGen, où on assiste en AMOA cette fois, où on pilote toutes les équipes techniques sur un déploiement de 7000 postes en France et un petit peu en Europe. La SACEM, où on a fait toute la partie conseil, technique, organisation. Donc là, on fait la conduite du changement. Dans Office 365, 70% c'est de la conduite du changement et de l'accompagnement des utilisateurs, 30% de technique. Donc il faut bien remettre les choses dans leur point. En bas, vous avez le schéma qui avait été présenté au TechDays pour le déploiement d'Office 365 chez Gaumont. La sauvegarde des données, ça peut être un point facile pour arriver chez un client en lui disant bon, les bandes magnétiques qui vous coûtent les yeux de la tête, les gens qui oublient de changer les bandes, etc. Il y a un moment, ça peut être intéressant de faire de la sauvegarde tout disque, mais tout disque, il y a toujours le problème des disques. Et bah le cloud, il vous garantit 11,9 de stockage. 11,9, donc c'est 99,99999, il y en a encore 9 là derrière, de stockage des données, de non-perte de données. Donc a fortiori, ça peut être intéressant. On l'a fait chez Gaumont, on a juste 25 Tera de données de Gaumont qui sont sauvées tous les jours. Et on a, Secours 4, 1,3 Tera de données, et ça va monter jusqu'à peu près 14 Tera directement chez Secours 4. C'est un point, ça permet au client de se dire ah oui, tiens, ça marche, c'est pas mal finalement. Essayons de voir si on peut faire autre chose. IaaS sur Azure, donc là, maintenant, vous maîtrisez parfaitement le IaaS, le PaaS, le SaaS. Donc le IaaS, c'est de l'infrastructure pure et dure. Donc c'est des serveurs de la VM, du réseau, comme si je le faisais à la maison. Donc dans ce cas-là, on a Gaumont qui nous a dit, faites-moi une plateforme ADFS, AD Federation Services, qui va permettre d'échanger des problématiques de sécurité, régler les problèmes de sécurité et d'accès entre les partenaires. D'accord ? Bon, c'est un concept qu'on peut avoir en interne, en externe, on peut le faire de plusieurs façons. Eux, ils nous ont demandé de le faire en IaaS. Pourquoi ils nous l'ont demandé comme ça ? Pas de salle machine, pas d'équipe, pas de gestion. Donc, faites-moi un truc fiable à la norme. Donc, on l'a fait comme ça. Donc, aujourd'hui, on voit 7 VM, de load balancer, un VPN, ça marche. L'avantage qu'aussi on a, c'est la capacité d'exploiter. Vu que c'est de l'infrastructure classique, presque comme à la maison, le CDSN2, Nanterre ou Tunisie sont capables d'exploiter ce genre de solution et de dire au client, bon, ok, on vous l'a monté, mais on est capable de garantir que ça tourne. Gros avantage, si on perd le lien vers l'interne, vu comment c'est monté, ça continue à fonctionner. Le cloud est généralement infiniment plus disponible que les infrastructures clients, sauf les très gros clients, sauf les banques. Mais globalement, on est capable de garantir que ça fonctionne, même si l'infrastructure de Gaumont est par terre. Pareil, sur AWS, on a fait un peu des deux, donc c'est l'occasion de donner deux références. Donc là, on a fait toujours pour Gaumont, c'était une autre expérience, où là, on a fait un TS Gateway. L'objectif, c'est quoi? C'est que tous les partenaires puissent se connecter à l'infrastructure Gaumont, mais en ayant accès uniquement qu'aux éléments qui le concernent. Le mec de la clim, quand il est connecté, ils vont tous se connecter de la même façon. Il ne peut voir que les ordinateurs qui pilotent la clim. Le mec qui va gérer la sécurité, la vidéosurveillance, chacun va être routé automatiquement vers le sous-ensemble technique du système d'information, tout ça par un point d'accès. Là encore, si les salles machines de Gaumont tombent, celle du siège, mais toute petite, pas grand intérêt, si elle tombe, c'est pas grave, c'est le cloud qui gère, l'accès est toujours disponible. Donc on peut ponctuellement monter des petites infrastructures qui aident. Un petit peu plus innovant, grâce à nos amis de Danone et les frigos connectés, ils nous ont mandaté pour faire du machine learning. Donc vous avez tous vu Jeopardy, Watson, qui travaille dans le cancer, enfin qui fait plein de trucs, donc la machine, l'intelligence artificielle. On peut, grâce au cloud et aux deux environnements qu'on maîtrise, commencer à faire de la statistique prévisionnelle, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est la statistique prévisionnelle, où directement on va prendre les ventes des frigos, l'histoire de la vente, la météo, comment, le lieu, voilà, les frigos connectés de Danone, vous les connaissez, on en a deux de notre côté. On va croiser ça avec la météo, le calendrier, les événements, et on va essayer de faire du prédictif. Pour leur dire, lundi, il vous faut 12 bouteilles d'eau. Et après, on va progressivement, parce qu'ils ont cette vraie problématique là tous les matins, de se dire combien je mets de salade, combien je mets d'éléments, enfin d'eau, de yaourt, de choses comme ça. Et donc, on essaie de répondre par ces solutions-là, où le système va apprendre statistiquement comment remplir les frigos et d'être de plus en plus performant. Sur IoT, AWS, toujours, on est identifié comme spécialiste côté AWS, donc on commence à travailler avec eux en ce moment. Sur le poste de travail, on a quand même une solide expérience et actuellement on travaille avec eux sur la partie VDI, où ça permet directement de n'importe où de démarrer un PC dans l'infrastructure du client. Mais ce n'est pas l'infrastructure du client, c'est le cloud. L'avantage, c'est que c'est hautement disponible, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Ça marche mieux que si j'avais une infrastructure chez le client. Et puis là, je suis en puissance infinie, que j'en ai 1 ou 10 000, il n'y a que le prix qui change, mais globalement, ça fonctionne. Sur l'IoT,
La gestion de bout en bout des frigos Danone nous a ouvert pas mal d'ateliers techniques chez Amazon et on travaille justement à essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes sur les objets connectés avec Amazon en l'occurrence qui est assez porteur en ce moment sur ce genre de techno. Un des points sur les entreprises, on va dire de petites et grandes PME, on va dire les PME, TPE, de petites, alors pas forcément les très grands groupes qui ont déjà un niveau de maturité très clair là, sur ce genre de choses, on va avoir la capacité de les accompagner, soit dans une optique SaaS, très classiquement, vous avez une grosse PME qui nous dit, je sais pas, la SACEM, c'est quand même une très grosse PME, je vais passer en Office 365, aidez-moi à le faire, en optique SaaS, et après la conduite du changement, le déploiement. C'est des trucs que vous connaissez déjà sans doute chez nous, mais on est capable effectivement de le généraliser assez bien. Dans une optique IaaS, dans une optique où justement je vais être vraiment dans un mode infrastructure pure, on peut également conseiller les clients, les accompagner pour regarder sur certains sous-ensembles du système d'information, peut-être pas tout, mais au moins un sous-ensemble, comment je vais pouvoir migrer les infrastructures dans le cloud et surtout optimiser les coûts par le cloud. Encore, si je fais une migration Aziz, il n'y a pas une grande valeur ajoutée, c'est même plus cher dans certains cas, parce qu'en plus il faut payer notre service pour le faire. Mais si on optimise un petit peu le système et le fonctionnement, on peut arriver à des économies d'échelle qui couvrent largement le service et la valeur ajoutée que ça présente. Donc là encore, c'est un élément de dialogue qu'on peut avoir avec nos DSI clients. Bon, quelques labs. Bon, les casiers connectés, on les fait tourner actuellement. Là, on est en train de terminer la partie purement logicielle, où on fait tourner le système de pilotage directement dans le cloud, de façon à être indépendant des infrastructures clientes. On va faire tourner les casiers sur des routeurs MiFi, donc qui vont être totalement indépendants et qui vont être connectés directement dans un cloud chez nous, donc le nôtre. On a créé les espaces sécurisés qui vont bien. Et ça va nous permettre d'être rapidement opérationnels sans passer par des infrastructures du client et d'être capable de poser des casiers connectés là où on veut. Donc c'est du lab pour l'instant. Autre élément, ce type d'infrastructure va nous permettre de démarrer, de faire un peu de POC opérationnel, typiquement du PRTG as a service, où je vais être capable de prendre un des services que l'on fait aujourd'hui, de la supervision d'infrastructures toute bête, moyennant un peu de technique, je vais être capable de la généraliser dans le cloud et de la vendre en petits morceaux, soit en tant que service, en petits morceaux, soit pour un client, lui simplifier la vie en disant non, vous inquiétez pas, le mettez pas chez vous parce que vous n'avez pas la place ou c'est pas bien, on va s'en occuper et on va vous le mettre en centrale dans une infrastructure qui tient le choc. Voilà, j'en ai fini. Non, arrêtez. J'espère avoir été clair, concis dans l'intervalle de temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je et nous sommes là pour y répondre. Merci Didier. Merci à vous.